le cloud. Voilà, donc chapitre 9, fin du chapitre 9, figure 13, figure 13 du chapitre 9 qui est très importante. Très importante, d'une part parce qu'elle peut tomber, deuxièmement parce qu'elle vous aide à comprendre pas mal de choses. Alors, on avait parlé depuis le début de l'année, et ça faisait partie d'un des premiers schémas qu'on a vu au début de l'année. Et ce schéma, c'était donc dans la figure 7 du chapitre 2. Dans la figure 7 du chapitre 2, on avait vu que les ARN messagers peuvent donner plusieurs types de protéines. Des protéines membranaires, des protéines cytosoliques, des protéines extracellulaires. Et il y avait une protéine qui revenait au noyau. Okay, je ne sais pas si vous vous souvenez tous. Et cette protéine qui revient au noyau, en fait, elle s'appelle, on avait dit que ça pouvait être ce qu'on appelle un FRT. Alors, c'est quoi un FRT? Un FRT, c'est un facteur de régulation de la transcription. On en a vu quelques exemples. Le NF-κB et plein d'autres protéines, le SCREPT, etc. Plein de protéines qui peuvent devenir un FRT. Un FRT, c'est quoi? C'est une sorte de protéine qui va s'accrocher sur la membrane, sur l'ADN, sur une région spécifique de l'ADN pour pouvoir transcrire les gènes, donc transcrire des ARN messagers. Et en fait, il y a toute une organisation pour qu'il y ait ça. Ça ne se fait pas au hasard. On va le voir un peu dans le détail aujourd'hui avec le chapitre 9 et 10. Mais en gros, voilà, dans ce schéma, on vous montre deux choses. Ça, ici, ce que vous voyez, c'est l'ADN. Okay, donc, on est au niveau de l'ADN. Et l'ADN, on avait dit que c'est une boucle. Okay, c'était un ADN circulaire. Et en fait, pour que le FRT se fixe sur l'ADN, il faut que l'ADN soit dit fonctionnel. Okay, s'il dort, ça ne marche pas. Et pour qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il s'accroche ici et ici à ce qu'on appelle la matrice nucléaire. C'est une des rares fois où on voit le terme de matrice nucléaire en BioC. Mais là, en fait, il va s'accrocher à la matrice nucléaire, mais par l'intermédiaire, et ça c'est intéressant, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des MAR. Alors, les MAR, c'est Matrix Attachment Region. C'est des régions. Donc, c'est quoi MAR? C'est des régions d'adhérence à la matrice nucléaire. Donc, c'est des régions de l'ADN. Okay, les MAR, c'est des régions de l'ADN qui se situent surtout en 5'. Donc, on va le voir dans un schéma ici. Ici, voilà. Donc ça, je vous avais dit, en rigolant la dernière fois, que ça, c'est tombé le jour de mon examen à moi, à l'époque, en 2007, je crois. Et donc, c'est intéressant de voir que finalement, c'est un schéma où j'ai répondu pratiquement avec toutes mes connaissances en UE. Vous verrez ça en UE, tout ce qui est ADN. On va le faire en cours, l'ADN. Okay, donc, ça va être intéressant. On va voir quel cours d'ADN. Mais voilà, vous allez voir que ça, vous allez en décrire beaucoup en UE1. Donc, en gros, voilà, il faut que l'ADN ait cette gueule-là pour permettre l'ARN messager de se faire fabriquer à partir du FRT. Donc ici, juste, on va le voir en détail, mais vous voyez ici qu'il y a des MAR qui sont non utilisées et des MAR utilisées. Et lorsque ces MAR sont utilisées, alors l'ADN est en boucle fonctionnelle. Et ici, on a donc séquence de régulation, séquence régulatrice de la transcription. On a les unités de transcription, c'est-à-dire les endroits spécifiques de l'ADN où va se fixer l'ARN polymérase, parce que je rappelle que l'ARN polymérase, c'est elle qui va se fixer sur l'ADN pour pouvoir justement fabriquer notre fameux ARN messager. Okay, et à ce niveau-là, il va avoir le FRT qui va se fixer. On va le voir tout de suite. Okay, et donc, il est en double brin d'ADN, 5', 3', et 3', 5', okay, c'est en double brin. Okay, c'est fait comme ça l'ADN. Et donc, vous allez voir que c'est sur le brin sens que va se fixer notre
FRT. Okay. Donc ça, c'était juste pour vous montrer l'organisation de l'ADN en boucle fonctionnelle grâce à l'attachement grâce aux mares. Et lorsque les mares sont actives, c'est à ce moment-là que l'ARN polymérase est donc avec le FRT, on va voir les différentes actions, vont pouvoir se fixer. Donc ça, voilà, ça c'était une des dernières choses qu'on voyait dans le chapitre 9 avec ce schéma, où je le rappelle, donc ça, faites attention, ça aussi c'est un piège, on voit un schéma comme ça, on pourrait dire soit c'est un ARN, un ARN messager, parce qu'il y a un autre schéma avec l'ARN messager, je crois qu'il est là, voilà, vous voyez, faites attention. L'ARN messager, on le reconnaît, alors 5', 3', c'est le commun entre l'ADN et l'ARN messager. 5', 3'. Sauf qu'ici, on a la coiffe. Donc la coiffe, c'est l'ARN messager, ce n'est pas l'ADN. On a une partie codante. Partie codante, ça veut dire ARN messager. Région non codante, ça veut dire ARN messager. Que polia, ça veut dire ARN messager. Quand vous voyez un schéma comme ça, avec AT, ça c'est les premiers, ce qui vont donner les premiers acides aminés. Et vous voyez ici qu'il y a une région régulatrice de la transcription, un promoteur, une région transcrite. Alors ça veut dire qu'on est au niveau d'un ADN. Alors ça aussi, vous le verrez, le rôle du promoteur. Le rôle du promoteur, c'est là où va se fixer l'ARN polymérase, par exemple. Donc ça, c'est à savoir par cœur, parfaitement. L'ARN polymérase se fixe sur une région spécifique de l'ADN qui s'appelle promoteur. Et les FRT, eux, ici, ils vont se fixer sur les régions régulatrices de la transcription. Vous voyez, donc il y a deux complexes, on va le voir de suite. Complexe de la transcription avec l'ARN polymérase et protéines régulatrices de la transcription, qui vont se fixer ici. Et là, vous pouvez le noter dès à présent, c'est que l'accrochage du FRT des ARN polymérase sur l'ADN va provoquer une double courbure. Alors là, on n'en voit qu'une, et vous verrez qu'il y a deux courbures qui vont se fixer. Donc la courbure de l'ADN va permettre une transcription optimale. Voilà. Donc ça, ça c'est un peu résumé dans ce schéma. Et là, ici, je vois ici. Ah non, mais mon écran était partagé. Pour résumer, pour avancer donc dans le chapitre 10, bienvenue dans le chapitre 10. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien, vraiment. Je suis persuadé qu'ils vont même les enlever. Donc voilà, on va voir 3 schémas dans le chapitre 10. Il n'est pas long du tout. Mais regardez ici. Ça, c'est très important. Alors, vous pouvez noter 2 choses. Il y a ce qu'on appelle un ADN. Alors là, pour moi, il y a une erreur, par exemple. Pour ceux qui ont bien appris leur cours du chapitre 9, chapelet de perles, c'est quand l'ADN il est dit actif. Solénoïde, c'est quand il est dit inactif. C'est-à-dire que quand il est très condensé comme ça, pour moi, c'est solénoïde, ce n'est pas chapelet de perles. Donc ici, à mon avis, il y a une petite erreur. Ça ne s'appelle pas chapelet de perles, ça s'appelle solénoïde. Donc ici, on a un ADN qui est très, 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 très condensé. Très, très condensé, l'ARN polymérase ne peut pas se mettre. Vous le savez, l'ARN polymérase se fixe sur le promoteur, et là, le promoteur, il n'est pas accessible. Mais il y a un élément qui va faire débloquer la situation, c'est ça, l'acétylation des histones. Alors, l'acétylation des histones est très importante parce que c'est une définition. L'acétylation des histones va permettre la désorganisation, si vous voulez, de l'ADN, et ça va surtout permettre le remodelage de la chromatine avec, justement, un ADN non condensé. Donc, ça va détendre l'ADN, et c'est là où va se mettre l'ARN polymérase. Il y a de la place maintenant. Vous voyez ici, le FRT va se mettre, et le complexe de transcription également. Donc, je répète, complexe de transcription sur le promoteur, FRT sur la région régulatrice de la transcription. Et là, il y a de la transcription qui peut se mettre. Donc, acétylation de l'histone favorise la transcription. Alors, et vous pouvez noter le contraire, c'est que la méthylation de l'ADN, elle, inhibe la transcription de l'ADN. Donc, la méthylation de l'ADN, pas des histones, la méthylation de l'ADN va avoir l'effet inverse, en fait.
Donc ici, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a donc l'acétylation de l'histone et un complexe de remodelage. Notez juste que le complexe de modelage, il est synthétisé à partir du protéasome. En tout cas, une des sous-unités est synthétisée dans le protéasome. Alors là aussi, je peux jouer un peu avec vous. Quel est l'autre élément qu'on a vu dans le chapitre 4 qui fait partie d'un complexe, un trimère, bon, je vous donne un indice, qui aussi, une des sous-unités provenait du protéasome. Voilà. Question difficile. Je répète. Il y a un autre élément dans le chapitre 4 qui est en forme de trimère. Bon, là, je vous donne tout. Hein, qui est composé, entre autres, d'une des sous-unités, est composé par quelque chose qui provient du protéasome. P65 et P50 de NF-κB. Parfait. Exactement. Vous vous rappelez de le NF-κB, bravo Ruben, le NF-κB, c'est un trimère qui est donc inactive lorsqu'il est en trimère, lorsqu'il a le IKB. Et une des sous-unités, je crois que c'est la P50, est présente justement et dans ce trimère et provient, entre autres, dans la maturation dans le protéasome. Okay, voilà, c'est juste un souvenir du chapitre 4, figure 14, me semble-t-il. Le protéasome ici va aussi permettre de fabriquer le complexe de remodelage qui va permettre de désorganiser l'ADN. Ici, bon, ça on s'en fout. Alors, et ça, c'est le plus important. Vous voyez ici, pour justement que ce complexe de transcription et le FRT se met en place, il faut qu'encore une fois, l'ADN, la boucle soit fonctionnelle, que les mares soient utilisées à la matrice nucléaire et que justement les régions de transcription soient prêtes au devoir. Donc, le complexe de transcription, ben, évidemment, là aussi, comment on passe d'un ADN à un ARN messager, ben, c'est l'ARN polymérase numéro 2. Je rappelle que l'ARN polymérase numéro 1 fabrique tous les ARN R sauf le 5S. L'ARN polymérase 2 fabrique tous les ARN messagers, l'ARN 7SL et les micro-ARN. Et l'ARN polymérase 3 fabrique tous les ARN de transfert plus l'ARN 5S, okay, l'ARN du ribosome. Et le facteur de régulation, vous le savez, alors vous allez me dire comment vous le savez, le facteur de régulation arrive toujours en dimère. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu aussi dans le chapitre 4 sur les chaperons. Vous vous souvenez quand on parlait du FRT avec les protéines PAR. Okay, j'espère que vous avez tous des bons souvenirs de ça. Les protéines PAR, quand l'hormone stéroïde arrive, les protéines PAR dégagent, donc tous les chaperons dégagent, et l'hormone stéroïde va se fixer sur le domaine E. Ça aussi, c'est figure 14 ou 15 du chapitre 4. Et donc là, à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle une dimérisation du récepteur. Donc ça aussi, c'est une notion vraiment de base et très importante, c'est que le FRT, chaque fois qu'il va se fixer à la région régulatrice de la transcription, il se fixe en forme de dimère, okay, en 2 exemplaires. Donc ici, vous le voyez, alors on ne le voit pas ici, mais on a le complexe de transcription qui va sur le promoteur et le FRT qui va sur la région régulatrice de la transcription. Au revoir, merci beaucoup. Et donc, il se passe quoi? Il va se passer une double courbure. Une première ici, une deuxième ici. De l'ADN qui vont permettre justement de permettre la transcription. Okay, donc là, je répète, l'ARN polymérase plus les facteurs de transcription sur le promoteur, le FRT en dimère sur les régions régulatrices. C'est très simple, aucune difficulté. Ça, on s'en fout, ça, je m'en fous, et ça, je m'en fous. Voilà. Chapitre 10, tout de même assez cool. Ok, on passe aux choses sérieuses. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le chapitre 10, hein, pour le moment. Et les mini-ARN, on les voit pas? Ouais, C'est pas important. Ça tombe jamais, il n'y a jamais de question dessus. Ok. Juste à Ok. savoir, il y aura quelques petits trucs sur les cRNA qui sont synthétisés à partir de l'ARN polymérase 2. C'est la seule chose qui peut un peu tomber. Mais sinon, vraiment,
Il n'y a pas de problème particulier. OK. Maintenant, chapitre 11. Alors, chapitre 11, comme son nom l'indique, on va parler des communications intercellulaires. Depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans la cellule qu'est-ce qui se passe dans la mitochondrie, dans le peroxysome, dans la membrane plasmique, dans le cytosol. Tout ça, on le voit depuis le début de l'année. Ce qu'on ne voit pas depuis le début de l'année, c'est comment les cellules communiquent entre elles. Alors, vous connaissez quelques modes de communication. Vous savez que, par exemple, au niveau de l'hormone stéroïde, lorsqu'elle part d'une cellule et elle passe par une perméase ABC, elle va aller dans la sécrétion endocrine et aller dans une autre cellule. Je vous rappelle que dans le chapitre 3, on avait vu qu'il y avait différents types de sécrétions, paracrine, autocrine ou endocrine. Ça, on l'a vu assez clairement dans tous les cours qu'on a vus depuis le début, surtout dans le chapitre 3. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quand on communique entre deux cellules, comment ça se passe. C'est-à-dire, quand je parle d'une cellule, il faut savoir de quelle nature je suis. Est-ce que je suis hydrosoluble? C'est-à-dire, j'adore l'eau. Donc, si j'adore l'eau, quand je vais me retrouver au niveau de la membrane plasmique, je ne vais pas pouvoir passer. Donc, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle d'un récepteur. Tout particule hydrosoluble va être bloqué à la membrane plasmique et nécessairement avoir besoin, pour rentrer, d'avoir besoin d'un récepteur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, si je suis une particule liposoluble, j'adore le lipide, j'adore tout ce qui est hydrophobe. Alors, au niveau de la membrane plasmique, je vais passer sans récepteur, puisque la membrane plasmique, c'est hydrophobe. Et cette protéine-là, cette molécule, est aussi hydrophobe. Donc ça, je vais avoir besoin, en revanche, dans la matrice extracellulaire qui est hydrosoluble, je vais avoir besoin d'un récepteur sanguin. Et dans le cytosol, je vais avoir aussi d'un récepteur nucléaire, ce qu'on appelle un récepteur nucléaire. Et enfin, troisième type de molécule, un gaz. On a vu depuis le début de l'année le NO, synthétisé par la hénosynthase, qui diffuse. Alors là, il n'a besoin ni de récepteur, ni de rien. Et on va le voir aujourd'hui, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais on va le voir dans le chapitre 11, qui va nous occuper cette semaine et la semaine prochaine. On va voir que les différents types de façons de rentrer dans une cellule d'un gaz. Alors, on le voit ici, dans les trois types, on va le voir ici. Alors, c'est sympathique de lire ces introductions. Donc, je vous invite, alors ça, on s'en fout. C'est sympathique juste de lire ces introductions pour avoir une idée de où on est, mais pas besoin d'apprendre. Là, on avait vu ce schéma sur les adhérences, etc. Donc, sur la communication un peu intercellulaire, ça fait partie des communications intercellulaires avec les CAM, les SAM, qui vont diffuser des messages à l'intérieur, ça, on l'avait vu. On avait vu la capacité dans la jonction communicante au calcium, à l'ATP, à l'IB3 de passer de l'un à l'autre lorsqu'on est plus petit que 1000 Dalton. Donc ça, c'était la jonction communicante. Et on va voir là ce que je viens de vous dire à l'instant. Alors voilà, les sécrétions dont je vous avais parlé, paracrine, entre deux cellules, endocrine dans la circulation sanguine, autocrine, la cellule elle-même, et synaptique. Synaptique, on l'avait vu dans un des schémas du chapitre 11, puisqu'on a vu 2-3 schémas du chapitre 11 déjà. On avait vu la contraction musculaire, et il y avait ici une espèce de synapse qui permettait, je vous rappelais, la polarisation, excusez-moi, pas la polarisation, bon, on reverra ça, qui permettait la contraction musculaire. Bon, ça, on le reverra ensemble. Donc ça, c'est sympathique de tout lire. Ça, c'est la connaissance, quoi. C'est pas une question que ça tombe pas. Si vous ne connaissez pas ce que c'est autocrine, vous êtes à l'ouest. Donc là, c'est juste à lire rapidement. Ce que je veux que vous voyez, c'est surtout, voilà. Alors, comme je vous ai dit, premier mode donc de communication intercellulaire. Et on va les voir après tous en détail. Je suis un signal gazeux. Je suis un signal gazeux, je n'ai pas besoin ni de récepteur ici, ni de récepteur ici.
je diffuse simplement à travers la membrane plasmique. Alors, l'effet toujours que ça va avoir le signal gazeux dans une cellule, ça va avoir comme objectif d'augmenter le GMP cyclique. Alors, vous connaissez le GTP, guanosine triphosphate. Vous connaissez le GDP, diphosphate. Et bien vous connaissez aussi aujourd'hui le GMP. GMP, c'est monophosphate. Et cyclase, c'est juste qu'il est en forme de cycle. Alors, ce qui est important, ce qu'on va voir, c'est que le GMP cyclique, il va avoir comme but de provoquer une relaxation cellulaire. Alors, on va avoir une relaxation soit des vaisseaux, soit une relaxation des muscles. Et vous allez voir que l'objectif principal de l'augmentation du GMP cyclique, et on verra un exemple, c'est l'augmentation donc de la relaxation cellulaire. Donc, en gros, lorsque un gaz va venir rentrer dans la cellule, il va avoir comme but d'activer cette GMP cyclique. Alors, comment on passe du GMP cyclique grâce à la guanylate cyclase? On le verra. Il y aura une réaction qu'il faudra apprendre parfaitement. Et ça, on va le voir aujourd'hui. Deuxième type, ça c'est le classique, ça vous connaissez depuis le début. Je suis un signal hydrosoluble, je suis tranquille dans la matrice extracellulaire, par contre dans la membrane plasmique, je vais être bloqué. Donc quand je vais être bloqué, je vais avoir besoin d'un récepteur membranaire. Alors ce récepteur membranaire, vous en connaissez pas mal, vous connaissez le RCPG qu'on va voir aujourd'hui. Vous connaissez un récepteur tyrosine kinase. Alors c'est quoi le récepteur tyrosine kinase? Vous vous souvenez, c'est quand le ligand, dans le chapitre 4, figure 3, il me semble, quand le ligand se mettait sur le récepteur, il provoquait une autophosphorylation et une endocytose. Donc, vous voyez, c'est le type de récepteur qu'on va avoir. Tous les récepteurs, le récepteur par exemple au LDL, c'est un peu particulier, mais c'est le même principe. Le LDL va se former, va se fixer sur le récepteur au niveau de la membrane plasmique, il va avoir un lien, il va avoir un signal. Ce signal, on va voir qu'il va être de plusieurs types. Il va avoir soit un effet sur cytosol, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, je suis un signal hydrosoluble, j'ai besoin d'un récepteur. Et enfin, dernier élément, ça c'est le plus complexe, si vous voulez, mais c'est ce qu'on voit un peu, ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est que je suis un signal liposoluble, je déteste l'eau. Donc dans la matrice extracellulaire qui est hydrosoluble, j'ai besoin d'un transporteur. Mais lorsque je vais rencontrer la membrane plasmique, je ne vais plus avoir besoin de récepteur. Oubliez ici, plus ou moins récepteur membranaire, il n'y a pas d'exemple. Donc, si je suis un élément liposoluble, je n'ai pas besoin d'un récepteur membranaire. Par contre, je vais avoir besoin d'un récepteur intracellulaire. Vous le voyez ici, récepteur intracellulaire. Et là, chaque fois, ça va être la même chose. Les éléments liposolubles, et par exemple, un des exemples, c'est par exemple l'hormone stéroïde en question. Vous voyez, vous faites le lien maintenant. L'hormone stéroïde qui vient d'une autre cellule, qui va venir dans la cellule, va aller sur le récepteur nucléaire, va libérer les parts et va jouer le rôle de FRT, va se mettre sur l'ADN. On synthétise l'ARN messager, donc les protéines. C'est ce qu'on appelle un effet biologique lent. Ou sinon, ça peut, sans passer par l'ADN, aller directement modifier des protéines existantes. Ça s'appelle l'effet biologique rapide. Mais en gros, ici, vous connaissez ce schéma déjà. Vous connaissez l'hormone stéroïde qui rentre ici, qui est sorti au préalable par une PRMase ABC. Donc maintenant, si ça c'est l'hormone stéroïde, et ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez parfaitement l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Alors, je vous fais l'histoire depuis le début, ceux qui ont bien suivi le chapitre 4. On a notre LDL qui rentre dans la cellule. Ce LDL va libérer son cholestérol. Le cholestérol va aller dans la mitochondrie, va repérer le cytochrome P450, qui est donc dans la figure 9 du chapitre 5. Ce cytochrome P450 va permettre la transformation du cholestérol en pregnenolone, qui est toutes les hormones stéroïdes. Cette hormone stéroïde sort par une perméase ABC. Cette perméase ABC va aller dans une autre cellule, va rentrer dans la cellule par diffusion simple, va repérer un récepteur nucléaire
qui est un récepteur avec, vous vous rappelez, ABCDE, qui va libérer les parts qui sont sur le domaine E, donc figure 14 du chapitre ou 15 ou 14 du chapitre 4, qui va libérer les parts et donc qui va après permettre de se mettre en dimère, de se fixer à l'ADN pour faire un élément, une chaîne de transcription. Alors j'ai fait exprès de reprendre tout à la base des choses qui n'ont rien à voir, juste pour que vous ayez des éléments clairs dans votre tête, de quoi on parle. Ok? Donc ça, c'est les trois types qu'on va avoir dans ce chapitre. Soit je suis un élément hydrosoluble, soit je suis un élément liposoluble, soit je suis un élément gazeux. Et on va voir les trois. Aujourd'hui, on va surtout voir les éléments, on va aller voir les éléments hydrosolubles, surtout ça, avec le récepteur membranaire. Mais après, la prochaine fois, on reverra le reste. Alors, j'aime bien parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 22 participants. Alors, je sais que vous aimez bien que j'enregistre. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas parce que bon, les cours ont repris, je comprends amplement. Mais c'est aussi important de poser vos questions parce que dans un cours qui est enregistré sur YouTube, c'est bien de l'écouter, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, vous ne pouvez pas poser vos questions. Premier groupe, première partie de ce chapitre 11. Première partie, on parle des récepteurs membranaires. Donc, communication intercellulaire, je suis une protéine hydrosoluble. Je vais sur mon récepteur transmembranaire et je vais avoir un effet sur le reste de la cellule. Il y a trois types de récepteurs que l'on va voir aujourd'hui. Le fameux connu, RCPG, avec 7 domaines transmembranaires. N-terminal en... Alors, bon, c'est pas toujours comme ça, mais ici, le N-terminal, il est en extracellulaire. Le C-terminal en cytosolique. Et regardez bien ici les sucres. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des glycoprotéines. Donc, quand on parle de RCPG, si on vous montre un RCPG dans un schéma, on dit 7 glycoprotéines et 1. Alors, si vous ne savez pas que c'est une glycoprotéine, vous avez déjà tout faux. Donc, le RCPG, on va en débattre aujourd'hui. Le RCPG, il a 7 domaines transmembranaires, il a des sucres. Pareil pour les autres. Notre autre type de récepteur tyrosine kinase. Ok, à voir donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chapitre 4, figure 3, où on a ici, vous allez voir que lorsque un ligand va se mettre, il va avoir une autophosphorylation, domaine à activité enzymatique kinase. Donc il va y avoir une autophosphorylation et une endocytose. Ça, c'est classique, on va le voir. Et enfin, il y a des récepteurs à 4 domaines transmembranaires. Là aussi, on en verra un exemple. Vous en verrez aussi en UE1. C'est des récepteurs qui sont dits cationiques. Okay, c'est-à-dire, enfin, cationiques, ioniques. Okay, ça veut dire qu'en gros, eux, leur but, ça va être de libérer des protons. Okay, ça va libérer des protons, ça va libérer du calcium, ça va libérer du Na, ça va libérer tout ce qui est ion. Okay, et on va avoir, les illustrations au fur et à mesure. Mais retenez ça pour le moment, c'est que tous ces récepteurs sont glycosylés, premièrement, et tous ces récepteurs ont un rôle. RCPG, on en a vu des exemples, l'acétylcholine qui se met. On a vu des exemples. Qu'est-ce qu'on a vu au niveau du RCPG? On a vu donc effectivement donc, qui est proche des protéines G trimériques. Tyrosine kinase, on a vu l'exemple justement avec le ligand qui se met et l'autophosphorylation. Et là, on l'a vu aussi, alors ça pour des petits curieux, on va le voir, hein, c'est dans la figure 21 du chapitre 11 justement, où on voit l'action de ces récepteurs à 4 domaines transmembranaires. Donc, premier exemple, RCPG. Donc, RCPG, 7 domaines transmembranaires, glycoprotéines. Alors, ce qui est intéressant, c'est une nouveauté qu'on voit aujourd'hui, c'est que le RCPG, il fonctionne chaque fois en dimère. Alors, vous ne le voyez pas, chaque fois dans une... Alors, on va voir un schéma, mais chaque fois... Alors, ça, on s'en fout, c'est un résumé de ce qu'on veut. Voilà. Un RCPG, il a cette gueule-là. Et en fait, le RCPG, depuis le début de l'année, même ici, hein, on le voit tout seul.
Ben, en fait, ne retenez pas ça, retenez qu'en fait, le RCPG, il se met chaque fois en dimère. Okay, il y a toujours un dimère, soit homodimère, le même, soit hétérodimère, okay, en plusieurs sortes, en deux RCPG différents. Et en fait, pour activer un RCPG, ben, il y a différentes manières. Du calcium peut activer un RCPG. Ça, on ne l'avait pas vu encore. Alors oui, on l'a vu une fois. On l'a vu une fois, c'était dans le chapitre 4. Vous le verrez sur le schéma du NF-kappa B. Je ne vais pas le voir maintenant, je n'ai pas le temps. Mais dans le schéma kappa B, donc chapitre 4, vous allez voir que lorsque le RCPG est activé par le calcium, il peut activer une autre protéine qui va inhiber la kinase. Okay, c'était l'effet inverse du NF-kappa B. Ça, vous le verrez tout à l'heure. Mais en gros, voilà, le RCPG peut être activé par un calcium. Il peut être activé par un photon. Un photon, c'est la particule de lumière. Okay, donc, on verra aussi un exemple aujourd'hui. Et enfin, ce que vous connaissez depuis le début, le RCPG il peut être activé par un signal chimique, hydrosoluble, qu'on peut appeler donc par exemple, l'acétylcholine, qui est une hormone. Et on va en voir d'autres éléments. Et c'est toujours le même principe. À RCPG, ça fonctionne toujours du même principe. On l'active, et il va activer sa protéine G spécifique, et on va en avoir pas mal de protéines G spécifiques. Encore une fois, ici, c'est hétérotrimérique. Bien évidemment, ce n'est pas monomérique, ce n'est pas de type dynamine, ce n'est pas de type RDRP1, ce n'est pas du type OP1, etc., etc. C'est des protéines hétérotrimériques. On va les apprendre aujourd'hui. Comment est régulé le RCPG? Vous le savez, grâce à RGS, qui va jouer un rôle d'inhibiteur. Okay, le RGS, c'est la protéine qui va jouer l'effet inverse du RCPG. Okay, RCPG active les protéines G, RGS régule. Et chaque fois, c'est la même histoire. Lorsque le ligand se met sur le RCPG, on active la protéine G, qui va avoir une action d'un second messager. Et donc ça fait partie des choses après qu'on va voir au fur et à mesure, qui vont être justement très importantes, puisque chaque schéma va être donner un exemple. Donc là, ici, on s'en fout un peu, juste voilà, il est en homodimère ou en hétérodimère. Donc vous pouvez lire tout ça, hein, mais bon, il y a pas mal de choses qui ne sont pas trop importantes. Voilà, donc ça, le cycle, vous le connaissez. Le ligand se fixe. On active la protéine G, on lui fixe. Là, on a un échange du GTP, du GDP par du GTP. Les séparations des deux sous-unités, bêta, gamma et alpha. Action ici de la protéine G. Puis RGS régule l'histoire et on revient à notre cycle du départ. Okay, donc RCPG et RGS, rôle antagoniste. Rappel, toxine du coqueluche inhibe cette partie-là. Toxine du choléra inhibe cette partie-là. Donc, toxine du coqueluche, elle va avoir comme effet d'inhiber l'action, alors que la toxine du choléra va avoir comme effet d'inhiber l'inhibition. Donc, en gros, quand il y a la toxine du choléra qui intervient ici, la protéine G, elle reste toujours GTP, 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 GTP. Alors qu'ici, la toxine du coqueluche, lorsqu'elle est active ici, elle ne permet pas d'activer la protéine G. Elle lui reste sous forme inactive. Alors, Benjamin, tu peux éteindre ton micro hein, si c'est t'embête. Merci. OK. Donc, ici, pareil, on a notre schéma qu'on connaît parfaitement. Alors ça, ce schéma, je vous l'apprenais parfaitement. Alors, on a devant vous les 1, 2, 3 et 4 protéines G hétérotrimériques qu'il faudra connaître. Donc pareil, on refait. Le RCPG est là. Il va être donc activé par le ligand qui va activer la protéine G. Et là, il y a différentes alpha. Il y a alpha I, alpha Q, alpha S et alpha 12. Alors, celle que vous connaissez, c'est alpha Q.
Alors, comment vous le connaissez? Vous vous souvenez, dans le chapitre 2, il y avait le fameux cycle au début du chapitre 2, au chapitre figure 4, avec phospholipase C, qui coupe PIP2, qui va donner DAG, qui va rester dans la membrane plasmique, qui va donner IP3, qui va être dans le cytosol, qui va aller sur ce récepteur IP3 pour libérer du calcium. Ce calcium peut activer la calcium-calmoduline, etc., etc., etc. Et on avait dit, vous vous souvenez, donc ça c'était la figure 9 du chapitre 11, qu'on va voir de suite, la phospholipase C, elle est activée, phospholipase C, par la sous-unité alpha-Q. Donc en gros, comment est synthétisée la alpha-Q? Elle est synthétisée, elle est activée par l'accrochage du ligand sur le RCPG et l'activation de la protéine G alpha-Q qui va activer la phospholipase C. Regardez, IP3, DAG, etc., etc., etc. Ça, c'est vous le connaissez. Celle que vous ne connaissez pas et qui est nouvelle aujourd'hui, c'est alpha-12. Alors, alpha-12, elle va avoir comme rôle d'activité la protéine G rho, monomérique, bien évidemment. Donc ici, une protéine G hétérotrimérique, ici, une protéine G monomérique. Et là, c'est intéressant. Parce que maintenant, la protéine G rho, je vous rappelle, c'est une protéine G monomérique responsable justement de l'organisation du cytosquelette. Ben là, c'est intéressant de savoir que finalement, pour activer une protéine G rho, il y a deux manières. Soit la manière qu'on connaît depuis le début, où c'est l'intégrine, la protéine intégrine, la SAM, qui va se fixer à la fibronectine ou à la laminine qui va activer la protéine G rho. Vous vous souvenez, j'espère, de tout ça. Donc, il y a aussi, pareil, chapitre 7, figure 14, okay, pour l'enregistrement. Deuxième manière d'activer une protéine G rho, on va activer une protéine G hétérotrimérique qui s'appelle alpha-12. Donc, c'est la deuxième manière d'activer la protéine G rho en activant alpha-12 qui va permettre justement d'activer RHO-GEF et qui va activer la protéine G rho. La suite, vous verrez après le rôle très important des phosphorylations, puisque chaque FRT va être phosphorylé et va permettre d'aller après dans le nucléoplasme et sur l'ADN. Et les deux autres, c'est alpha-I et alpha-S. Alpha-I, c'est inhibe, alpha-S, c'est active. Donc, alpha-I, ça va inhiber l'adénylcyclase. Alpha-S, ça va activer l'adénylcyclase. Pareil, l'adénylcyclase, vous l'avez déjà vu. Est-ce que quelqu'un peut me dire où c'est qu'on a déjà vu l'adénylcyclase? Faites-moi rêver. L'adénylcyclase. Alors, je ne vous avais pas dit d'apprendre, hein, donc c'est normal, mais c'est sur un schéma que vous avez déjà vu. Alors, l'avant-dernier schéma, donc figure 21 au 22 du chapitre 4, on parle de la calcium-calmoduline. C'est le calcium-calmoduline. Elle peut activer, on avait dit, des kinases, elle peut activer des phosphatases, elle peut activer la hénosynthase. Ça, c'est ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Mais il y a deux choses qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'elle peut activer aussi, et c'est marqué dans le schéma d'ailleurs, elle peut activer l'adénylcyclase et la phosphodiestérase. Alors, ces deux molécules-là, notez que l'adénylcyclase, lorsqu'elle est activée, elle va permettre de passer de l'AMP à l'AMP cyclique. Donc, vous faites une réaction AMP, et je vous l'écrirai après sur le groupe, AMP plus AMP cyclique, enfin AMP vers un AMP cyclique. Donc, l'AMP va donner l'AMP cyclique grâce à l'adénylcyclase. Ce qui va être plus simple, c'est que vous allez écrire la réaction totale. Parce que là depuis le début, il y a quelques trucs, une réaction que je veux vous dire qui est très importante.
notez-le. Je vais juste la retrouver, pour ne pas me tromper, pour être sûr de. Voilà. Ah. Alors, attendez. Voilà. Donc, je répète. Je répète. Alors, effacez tout. Je ne sais pas, je vais revoir. Effacez tout. Mettez une réaction très importante. L'ATP va donner l'AMP cyclique. Donc, je répète. L'ATP va donner l'AMP cyclique grâce à l'adénocyclase. Donc, je me suis trompé. Je répète. L'ATP va donner l'AMP cyclique grâce à l'adénocyclase. Je prendrai une photo pour que vous voyez. L'AMP cyclique va donner de l'AMP grâce à la phosphodiestérase. Enfin, le GTP, je vous le mets sur le groupe, hein. Le GTP va donner le GMP cyclique grâce à la guanylate-cyclase, donc pas l'adénocyclase, la guanylate-cyclase. Et vous le voyez sur le schéma, GMP cyclique qui va donner du GMP grâce à la phosphodiestérase. Donc finalement, la phosphodiestérase, elle permet chaque fois de passer de l'AMP cyclique au GMP et à l'AMP. Alors que l'adénocyclase, elle fait passer l'ATP à l'AMP cyclique et guanylate-cyclase, GTP au GMP cyclique. Donc, ce qui veut dire que ici, si on inhibe l'adénocyclase, ben, il y aura moins d'AMP cyclique, puisque l'ATP ne pourra plus se transformer en AMP cyclique. Mais ici, l'alpha S, elle va activer l'adénocyclase et donc augmenter l'AMP cyclique. Donc l'ATP, il y aura plus d'ATP qui va se transformer en AMP cyclique. Ok? Donc ça, c'était les deux choses importantes. Choléra, ça peut avoir une action sur l'alpha S, puisque la toxine du choléra, donc ici, il faut le savoir. Et toxine du pertussis, c'est comme la toxine du coqueluche, ok, qui agit sur alpha I. Donc, il y a tout résumé ici. Donc, bien évidemment, je vous donnerai la fiche à la fin pour que vous voyez tout ça. Alors, est-ce que je vois ce schéma? Non, je n'ai pas envie. Ça, ce schéma, ben voilà. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai parlé du protéasome qui synthétise P50. Voilà. Voilà, donc là, je vous ai mis aussi un truc un peu résumé. Il faut apprendre hein, toute la toxine du choléra, toxine pertussis, qui est aussi du coqueluche, qui anime alpha I, alpha S, etc. Voilà. Ça, c'est le schéma que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, ça, c'est apprendre par cœur. Ce n'est même pas négociable, c'est apprendre par cœur. Enfin, par cœur, il faut le comprendre. Donc ici, comment on fait pour libérer du calcium, du RE ou du Golgi ou de l'enveloppe nucléaire grâce à un récepteur IP3? Donc la voie d'activation est très simple. Le ligand, qui est l'acétylcholine par exemple, va se fixer sur le RCPG. Le RCPG va activer sa sous-unité alpha Q. Alpha Q va activer la phospholipase C, qui va activer PIP2, qui va en fait cliver PIP2, qui va donner deux produits DAG qui va rester dans la membrane plasmique. Et chose nouvelle aujourd'hui, c'est que DAG va avoir un rôle quand même, parce que depuis le début, on croit que DAG ne sert à rien. Et DAG, le diaglycérol, donc c'est une particule lipidique, hydrophobe, c'est pour ça qu'il reste dans la membrane plasmique, va activer une protéine kinase, qui s'appelle la protéine kinase C. Ok? Donc ici, lui, l'IP3 va aller sur son récepteur IP3, va libérer du calcium. Le calcium calmodoline, ici, va être activé grâce à l'augmentation de calcium. La calcium calmodoline, je vous avais dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle active l'adénocyclase, elle active la phosphodiestérase, ok? Elle active la hénosynthase, qui va synthétiser le héno.
et elle active des kinases. Vous voyez? Et là, il faudrait rajouter une flèche avec, elle active aussi les phosphatases. Donc voilà, ça c'est une voie d'activation de la protéine G alpha Q qui va avoir tout ça comme conséquence. Et après, les phosphorylations vont avoir comme conséquence, vous allez voir, les phosphorylations dans la survie cellulaire est très importante. Okay, on a besoin qu'il y ait une phosphorylation pour qu'il y ait une survie cellulaire. Ce qui est bien, c'est que pendant tout le quad, je crois que je vais me reposer parce que j'aurais tout fait, toutes ces vidéos. Donc quand vous allez m'emmerder, je vais vous dire, mais regardez ces vidéos, il y a tout marqué. Non, je plaisante. Alors, donc ça, vous voyez, ah ben voilà, vous voyez ce schéma que je vous avais mis aussi. Donc ici, vous voyez ici que la calcium-calmoduline, dans le chapitre 4, on a dit qu'elle activait tout ça. Okay, phosphatase, kinase, adénocyclase, phosphodestérase et NO-synthase. Vous voyez le récepteur IP3. Alors, vous vous rappelez que le récepteur IP3, il est présent donc dans le RE, dans le Golgi, dans l'enveloppe nucléaire. Sauf que dans l'enveloppe nucléaire, il est sur la face nucléoplasmique. Alors que sur tous, il est sur la face cytosolique. Vous vous souvenez de tout ça? C'était dans la figure 6 du chapitre 9. Alors, c'est intéressant ici. Une autre protéine G hétérotrimérique, alpha-T. Alpha-T, ça s'appelle la transducine. Et c'est lorsque le RCPG est activé par un photon. Alors, c'est très simple. Vous allez apprendre ce schéma et son commentaire, et ce que je vous aurais mis, la fiche que je vais vous donner. Et vous allez l'apprendre, s'il vous plaît, en comprenant de quoi on parle. Vous savez que quand vous voyez, il y a ce qu'on appelle des cônes et des bâtonnets qui sont actifs dans votre œil. Et en fait, vous connaissez cette impression d'être dans le noir. Et à un moment, d'être dans le noir, et à un moment, vous sortez du noir. Ben, vous voyez qu'il y a un moment où vous vous accommodez, quoi. Vous ne voyez pas de suite. Il y a un moment où ça se déconnecte. Vous avez l'impression que vous êtes dans le noir, il y a la lumière, vous fermez les yeux même tellement que ça fait mal. En fait, c'est ce schéma qui nous montre ça. En quoi? C'est que ici, on a un RCPG qui s'appelle la rhodopsine. Alors, pourquoi la rhodopsine? C'est un RCPG qui est spécifique de la transducine. Donc, quand on a alpha-T, ça s'appelle la rhodopsine, mais c'est RCPG. Lorsque le photon, donc la lumière qui vient, tout d'un coup, va activer le RCPG, ça va activer l'alpha-T, le GTP. Et son but à l'alpha-T, c'est de diminuer le GMP cyclique. Tout à l'heure, vous vous souvenez, dans l'introduction du chapitre 11, j'avais dit que le NO, donc le monoxyde d'azote, il avait comme effet d'augmenter le GMP cyclique. Ici, il va avoir l'effet inverse, alpha-T, va avoir l'effet de diminuer le GMP cyclique. Et quand il y a moins de GMP cyclique, il y a fermeture de tous les canaux cationiques, c'est-à-dire le Na et le calcium ne rentrent plus dans la cellule. C'est ce qu'on appelle une hyperpolarisation. Une hyperpolarisation, c'est une inactivation de la cellule. Donc ça, en fait, c'est le cas justement où il y a trop de soleil, vous fermez les yeux, vous vous mettez en off. Et donc, moins de calcium, moins de Na, il n'y a plus d'exocytose, la cellule se met en veille. Ça dure une demi-seconde. Mais pour revenir à l'état initial, l'état normal, vous allez avoir une protéine qui s'appelle la rocovorine. Alors la rocovorine, pour moi, je m'amuse parce que c'est toujours bien de comparer. La rocovorine, c'est l'inverse de la calmoduline. La calmoduline, elle a besoin de calcium pour pouvoir être activée. La rocovorine, elle a besoin justement pas de calcium pour pouvoir fonctionner. Donc quand il n'y a pas de calcium, c'est là où elle se met en branle, et donc la rocovorine va activer la kinase rhodopsine
qui va inhiber le RCPG. Puisque quand on va phosphoryler ce RCPG, ça va avoir comme effet de l'inhiber. Et donc, le GNP cyclique va augmenter automatiquement. Et donc là, on revient à l'état normal et vous allez bien voir, quand vous passez à la lumière, eh ben, il y a ce qu'on appelle la récupération. Donc ça aussi, je vous donnerai un schéma où il faudra bien évidemment dans la fiche apprendre bien ça, même le texte qui est en dessous. Mais en gros, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a un schéma que je n'ai pas vu, que je veux que vous voyez en fait. Je ne voulais pas le voir, mais finalement, je le vois. C'est ce schéma. C'est ce schéma. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La phosphorylation va avoir comme effet, hop, voilà, la phosphorylation va avoir comme effet d'inhiber, quand il y a une phosphorylation sur le domaine intracellulaire, ça va avoir comme effet d'inhiber et de provoquer une endocytose. On avait vu ça la dernière fois. Et on avait vu, dans le chapitre 4, quand on parle du NF-kappa-B, on avait vu qu'il y avait quelque chose qui allait contre la kinase. Vous voyez, qu'il y avait la réaction antagoniste de la kinase, qui s'appelait l'arestine. L'arestine est très importante ici, qui, elle, son but, c'est de reconnaître des phosphates et de provoquer une endocytose. Donc, dans le schéma précédent, quand j'ai dit que la rocoverine va activer la phosphorylation, la kinase va phosphoryler le RCPG, et en fait, on peut imaginer que l'arestine va permettre de reconnaître ces éléments de phosphorylation et va permettre une endocytose du RCPG. Notez dès à présent que chaque fois qu'il y a une endocytose après une phosphorylation comme ça, ben chaque fois ça se fait avec une vésicule de clatrine et donc ici de la dynamine. Regardez ce schéma, vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'augmentation de calcium peut activer le RCPG. Le RCPG peut activer l'arestine. Et l'arestine peut inhiber la kinase. Donc vous voyez ici, vous savez pourquoi il y a un phosphate ici? C'est parce qu'en fait, l'arestine, elle est elle-même phosphorylée pour être activée. Donc c'est un peu bizarre. À la fois, elle inhibe les kinases, mais à la fois, elle-même, elle est phosphorylée pour être activée. Donc elle est un peu ambiguë. Okay, mais dans tous les cas, l'arestine, son but, c'est de reconnaître, de provoquer des endocytoses. Et donc, quand le RCPG se fait endocyter, il va activer d'autres kinases et va jouer son rôle, puisque l'arestine, quand on n'en a plus besoin, elle joue le rôle de FRT, va aller vers le noyau, vers l'ADN. Okay, donc, vous voyez que quand on phosphoryle la RCPG, ça a du bon, puisque ça peut se transformer après en justement facteur de croissance. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire sur l'arestine et je pense que c'était important. Donc ça, l'arestine, il faut que vous appreniez parfaitement tout ça. Alors, les ERK, justement, définition de ERK, c'est justement des types de kinases qui vont faire des cascades de phosphorylation et on va le voir de suite. On va le voir de suite, des cascades de phosphorylation. Ça, on vient de le voir. Voilà. Alors, on a fait tout le RCPG. Okay, on le reverra bien évidemment, mais on a fait tout ce qui compte en tout cas sur le RCPG. Maintenant, on va voir l'autre type, le dernier type. Après, on arrêtera. Le dernier type, justement, de récepteur, on va apprendre ce qu'on appelle un récepteur à un domaine transmembranaire, à domaine ici, à ici, hop, domaine kinase. Vous vous souvenez, ça, c'est quoi là? C'est quelle superfamille ça? Faites-moi rêver. Immunoglobuline. Immunoglobuline. Donc, par exemple, on avait dit que le CMH faisait partie de la même superfamille. La CAMIG fait partie de la même superfamille. Et ici, il y a des récepteurs de croissance qui s'appellent PDGF et VEGF font partie aussi de la même superfamille. Donc, à prendre par cœur. Boucle extracellulaire avec pont des sulfures. Alors, ce que je voulais voir, on le reverra ça. Ouais, vous voyez ce schéma, vous vous rappelez? Hop.
récepteur, endocytose, autophosphorylation. Ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous, c'est la dernière, attention, la larmichette, la dernière protéine G monomérique qu'il faudra apprendre. Cette dernière protéine G monomérique qu'il faudra apprendre, ça s'appelle la protéine G RAS. Après RAN, après RAB, après RO, après on a RAS. Maintenant, vous connaissez toutes les protéines G. Félicitations. Comment elle est activée, cette protéine G? À quoi elle sert? D'abord, elle sert à quoi? Elle sert à activer des kinases, des cascades de kinases. Donc, définition, à quoi sert une RAS? GTP. Donc, d'abord, c'est une protéine G monomérique qui est responsable des cascades de kinases. Maintenant, comment elle est activée? Elle est activée grâce justement à un récepteur tyrosine kinase qu'on décrira la prochaine fois. Donc, récepteur tyrosine kinase, vous voyez, il est toujours en dimère sur la membrane plasmique. Il est activé tout le temps par un facteur de croissance, lui aussi en dimère. Et c'est toujours le même principe. Et je vous invite à continuer le chapitre 11 que je vais mettre sur le site d'ailleurs. Je vous invite à continuer le chapitre 11 pour voir un peu comment ça se passe. Mais en gros, le facteur de croissance va se mettre sur le récepteur tyrosine kinase, va provoquer des autophosphorylations et va provoquer l'activation d'une protéine intermédiaire qui va activer RAS-GEF. Et lorsqu'on a activé RAS-GEF, et à ce moment-là, et que à ce moment-là, on a activé RAS-GTP qui va permettre de faire des kinases, des cascades de kinases. Et donc, je répète que la phosphorylation de tout ça va permettre, ça sert à quoi de phosphoryler? Prolifération, différenciation et survie cellulaire. Donc, c'est bien de phosphoryler les choses parce que ça va permettre de faire tout ça. Donc, c'était notre dernière G qu'il fallait savoir en BioC. Donc, je finis sur ça. J'aimerais donc, pour ceux qui sont assez curieux, et c'est bien d'avancer pour ceux qui sont à jour, de pouvoir, vous êtes capable de finir le chapitre 11 tout seul, parce que la semaine prochaine, je l'aurai fini. Et donc, à partir de la semaine prochaine, on va faire que des révisions. Et je suis hyper heureux parce que finalement, on va, je l'espère en tout cas, passer notre temps l'année prochaine à faire que des révisions. Donc, j'espère que vous mesurez l'impact que dans votre année que ça va avoir. J'arrête le partage. Je vous dis à bientôt et bon courage à tous. Est-ce que vous avez des questions?